Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'explique comment fonctionne un PC. Aujourd'hui ça va pas être très exactement le PC parce qu'on va plutôt s'occuper des écrans. En fait, je vous ai posé la question sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui s'affichent dans la description, ça vous permettra d'avoir un peu plus de nouvelles et ça vous permettra de voter pour la vidéo que vous préférez quand je sais pas laquelle vous sortir en premier ou ce qui va être le plus pertinent pour vous. Pour les écrans, c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué. Je vais essayer d'être à la fois technique pour que vous compreniez les différences sans que ce soit chiant et à la fois essayer d'être rapide pour pas que vous soyez noyé dans trop d'informations. Pour faire simple, on a plusieurs technologies au niveau de l'écran. On va avoir TN, VA, IPS, OLED et mini LED. C'est les 5 types de dalles qu'on va retrouver sur les écrans. Pour faire simple, la dalle TN, c'est ce qu'on a eu dans les premières générations. C'est quelque chose de pertinent pour les joueurs compétitifs. En gros, ça va être quelque chose d'intéressant tout simplement parce que c'est des écrans LCD et que du coup, la technologie utilisée va permettre aux cristaux liquides de se replacer très rapidement, ce qui va vous donner une latence qui va être très faible. La latence, c'est le temps qu'il y a entre ce qui se passe réellement dans le jeu et le temps qui est affiché sur l'écran. Ça se calcule en millisecondes, donc c'est excessivement rapide, et là on est sur quelque chose de l'ordre de 2 millisecondes. Donc ça va vraiment nous donner une réactivité qui va être au plus proche de ce qu'on va pouvoir avoir sur ces technologies d'un premier temps. Ensuite, on a eu beaucoup d'améliorations qui nous ont permis de faire tomber cette latence à l'ordre de quelque chose de 0,5 millisecondes. C'est très intéressant pour les joueurs du coup compétitifs parce que outre ça, on va pouvoir retrouver des dalles qui ont un très haut taux de rafraîchissement. Le taux de rafraîchissement s'exprime en Hertz. Quand vous voyez un écran 60 Hz, 144 Hz, 360 Hz, on a beaucoup de différents, c'est le nombre de FPS réels qu'il peut afficher. Ce nombre de FPS, si votre jeu vous dit que vous en avez 450 mais que votre écran est un 60 Hz, il n'affichera pas plus de 60 images par seconde. Avec les dalles TN, on a l'énorme avantage d'avoir des écrans qui montent jusqu'à 540 Hz. Au global, ce qui va être commun, on va avoir le 60 Hz, le 75, 120, 144. Là, c'est quelque chose de très commun. On a des écrans qui vont plus haut, mais qui sont un petit peu moins communs, même si ça tend à le devenir de plus en plus. L'avantage indéniable de la dalle TN, c'est qu'elle est pas chère. En fait, c'est ces dalles-là que vous allez retrouver dans les écrans les moins chers en général. Ça vous donne un peu le meilleur compromis de tout ce que vous pouvez avoir d'une certaine façon, pour le prix le plus bas. Par contre, on va avoir un angle de vision qui est assez mauvais. Pour les créateurs de contenu, c'est pas l'idéal, parce qu'on n'a pas les plus belles couleurs, étant donné qu'on a des mauvais angles de vision dessus, c'est pas ce qui va être le plus confortable pour avoir la plus belle image, la meilleure dimension de l'image, etc., etc. C'est ce qui va commencer à poser un petit peu problème. Ensuite, on va avoir les dalles VA. Les dalles VA, c'est aussi des dalles qui sont très compétitives et qui permettent de très hauts taux de rafraîchissement, et on a l'avantage d'avoir de bien meilleurs contrastes. Par contre, la qualité globale de l'image est, elle, pas la meilleure non plus. Elle est un peu comme le VA, plutôt moyenne, voire pas terrible. Quand on est vraiment sur du compétitif, c'est pas la qualité qu'on va aller chercher, c'est la performance. Afficher le plus d'images possible, avoir le moins de latence, et avoir la meilleure chose possible pour gagner. Là, on n'est vraiment plus du tout sur contempler le jeu ou etc. Au contraire, généralement, ils connaissent le jeu par cœur. Il n'y a pas une frame du jeu qui leur échappe. Ils n'ont pas besoin que ce soit joli. Ils ont besoin que ce soit performant. Par contre, elles vont avoir le problème où le temps de réponse et donc la latence va être un peu plus élevé. On gagne un petit peu d'un côté, on perd un petit peu de l'autre. C'est un choix à faire. Généralement, les joueurs qui ont atteint ce niveau ont déjà fait leur sélection depuis très longtemps sur ce qu'ils vont préférer pour leur façon de jouer. Ensuite, on a les dalles IPS. Les dalles IPS, c'est joli, ça a de très très belles couleurs. Là, ça devient intéressant pour les créateurs de contenu. Pour tout ce qui va être étalonnage photo-vidéo, on a les angles de vision qui sont plus grands. Là, étant donné que ça a été amélioré, l'image se retrouve elle aussi plus jolie. On a les problèmes qui commencent à partir de là. Technologiquement, c'est plus abouti. De plus beaux contrastes, de plus belles couleurs, des angles de vision plus grands, une latence qui reste raisonnable, ça devient vachement plus cher. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui permet de composer au mieux avec ce qu'on a jusqu'ici, mais à un prix qui est nettement supérieur au reste. On a aussi ce problème de fuite de lumière. Les fuites de lumière sur les dalles IPS, étant donné que les contrastes sont bien meilleurs, on a aussi des lumières qui sont plus fortes. Par conséquent, on va avoir derrière la lumière qui va être plus forte et qui va faire dans le noir des taches plus claires, plus gris foncé ou plus grises tout court, et c'est un petit peu moins immersif à cause de ça. C'est pas un défaut de fabrication, votre écran n'a pas un défaut particulier parce que vous avez ça. Là, vraiment le problème vient de la technologie en elle-même. Chose qu'on va régler avec la prochaine dalle. Et là, on rentre dans le monde merveilleux de l'OLED. Ouais, l'OLED. Vous connaissez déjà sûrement tous. Au moins 2 noms pour les télés. Même genre de technologie. C'est absolument génial. On a des contrastes monstrueux. On a des couleurs d'une fidélité
incroyable. On a le taux de latence le plus faible, on va vraiment avoir le meilleur de tous les mondes dans cet écran. Bah c'est le prix qui déconne encore, parce que ça coûte une tonne. C'est génial, franchement c'est génial. Le l'OLED, il n'y a vraiment pas au-dessus. J'en ai parlé avec Discover ID sur son live la dernière fois, où il disait que lui, il a son LG OLED qu'il adore, et qui se voit pas revenir en arrière, qui se voit pas revenir sur d'autres écrans. Il y en a qui sont plus performants par la taille, par l'encombrement, par plein de choses, mais c'est vrai que tout est tellement magnifique avec ce genre d'écran que ça donne pas envie de repasser sur quelque chose de différent une fois qu'on a mis la main dessus. Faut-il réussir à mettre la main au portefeuille d'abord pour acheter ces écrans-là? Mais là, pour le coup, c'est vraiment le summum ou presque. Parce que encore au-dessus, on va avoir le mini LED. Le mini LED, c'est quelque chose qui est vraiment très récent. J'ai même pas de prix en tête, et je veux même pas ça. Pour les tailles, vous allez avoir des écrans sur les PC portables par exemple, en 9 pouces, 13 pouces, 15 pouces, 17 pouces. Pour les écrans fixes comme ceux-là, on va plus avoir généralement des choses qui vont commencer à 23,5, 24, qui vont aller jusqu'à 49 voire plus, avec différents ratios. Le ratio, ça va être l'aspect de l'image. On a le 4 tiers, donc le 4 tiers c'est vraiment un format carré, c'est ce qu'on avait beaucoup sur les télés cathodiques. On a le 16 neuvième qui lui est très rectangulaire, donc c'est ce qu'on utilise dans 98% des cas. Que ce soit à la télé, que ce soit sur YouTube, c'est du 16 neuvième. On va avoir le 21 neuvième qui lui va être plus grand, qui va être plus immersif. Généralement couplé à un écran incurvé, ça va vous donner vraiment quelque chose qui va être très immersif, qui va bien reproduire la courbure de l'œil et donc va vous faire rentrer dans ce truc-là. Ça va vous permettre d'avoir un affichage qui est un peu plus large. Ensuite, on a le 32 neuvième et ça, j'en ai eu un. C'est les écrans type Samsung Odyssey. Alors c'est ceux que vous voyez qui sont vraiment gigantesques, incurvés comme ça. Je m'en suis séparé quand j'ai repris les streams il y a quelques temps parce que c'était strictement impossible de le mettre au ratio d'un stream. Soit je capturais qu'une partie de l'écran et donc ça pouvait être intéressant mais il n'y avait aucunement tout ce qui pouvait être ATH dans certains jeux ou etc. Soit je faisais une mise à l'échelle et là, l'image était ratatinée. Forcément, je lui demande de prendre 2 fois sa taille et de la condenser dans ça. C'est pas logique. Donc du coup, l'image était ratatinée dégueulasse. C'était pas la peine. C'est pour ça que j'ai préféré m'en séparer et repasser sur quelque chose de plus conventionnel, celui que j'ai derrière moi. Que j'ai pris en 34 pouces et de l'autre côté, c'est en 24 pouces. Classique. Donc là, on est en 1440p et celui-là en 1080p. Si vous regardez dans les options YouTube, vous verrez justement tous ces trucs de P. 1080p, c'est un ratio de pixels. C'est la qualité Full HD, le plus classique, qui représente 1920 par 1080. C'est donc le nombre de pixels, on a 1920 pixels par 1080 pixels. C'est une qualité standard, c'est la haute définition qui aujourd'hui nous pique les yeux. Là où on trouvait ça dingue il y a 20 ans, aujourd'hui ça nous arrache les yeux, c'est plus possible. On a le 1440p. Qui représente 2560 par 1440, qu'on va appeler communément la 2K, ce qu'on va appeler communément la Quad HD. C'est donc un ratio de pixels qui va être plus élevé, qui va vous donner une image qui va être plus fine et qui va être plus jolie à regarder. C'est la résolution que j'utilise, c'est vraiment ce que je préfère. C'est pour moi le meilleur qu'on puisse avoir pour avoir à la fois de la performance, donc un haut taux de rafraîchissement et une image jolie. Au-dessus, on a la 4K qui représente 3840 par 2160. Et donc ça, c'est vraiment la 4K comme on la connaît, comme on a sur nos télés, comme on a partout, etc. La 4K est très bien, mais va être plus limitée et limitante sur les performances. Vous allez avoir des jeux que vous allez parfaitement pouvoir faire tourner en 60 images secondes en 4K, c'est très joli. Mais c'est vrai que par exemple pour un FPS, ça se prête pas à ça. Pour un jeu compétitif, ça se prête pas à ça. Donc tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous voulez jouer à des jeux très contemplatifs, très beaux, etc., la 4K est effectivement le meilleur que vous puissiez avoir. Et si vous en foutez un peu du taux de rafraîchissement. Par contre, il existe des écrans 4K en 120 Hz, 144 Hz, etc. Ça existe. Ça coûte une fortune abominable, mais ça existe. Vous n'allez pas pouvoir faire tourner beaucoup de jeux comme ça, pour la simple et bonne raison que, même avec des très bons composants aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile à tenir. Si vous voulez choisir un écran, la question ça va être votre besoin. Est-ce que vous êtes réellement sur du compétitif et même uniquement que sur ça? Est-ce que vous êtes un joueur qui joue un peu à tout? Est-ce que la qualité graphique est quelque chose d'important pour vous? Et quelle est votre configuration? Parce que en fonction de ce que vous allez choisir, la configuration a bien sûr son importance. Si vous voulez afficher de la 1080p, une bonne carte graphique, sans qu'elle soit excellente, mais une bonne carte graphique sera de rigueur. Et vous allez devoir avoir un CPU qui est correct aussi. Alors quand je dis correct, on est dans du i3, du i5, on est dans du Ryzen, du Ryzen 5. Le Ryzen 5 c'est très bien par exemple, enfin les Ryzen 5 c'est très bien par exemple. Vous allez pouvoir utiliser ces processeurs-là, qui sont des processeurs d'entrée ou de milieu de gamme, qui vont vous permettre de faire tourner ça de manière très fluide, avec un haut taux de rafraîchissement si possible,
et vous n'allez pas être embêté. En 1440p, votre processeur a moins d'intérêt, votre carte graphique plus. Et plus vous montez en résolution, moins votre processeur a d'importance, plus la carte graphique doit être importante. C'est pour ça que généralement les cartes graphiques très haut de gamme sont faites pour faire tourner de la 4K et de la 8K, où la moyenne gamme commence à pouvoir aller jouer dans cette cour-là, mais pas tellement. Faites donc attention à bien adapter l'achat de votre écran au matériel que vous possédez, sous peine d'avoir soit un écran qui va pas être complètement exploitable parce que votre jeu ne tournera pas correctement et donc vous allez devoir réduire dans les paramètres et repasser en 1440p par exemple, soit parce que votre jeu sera juste illisible, et surtout parce que ça va être gaspillé de l'argent. Acheter un écran 4K, c'est pas quelque chose qui est bon marché. Donc assurez-vous d'avoir le système en adéquation avec votre envie. Ensuite, vous allez retrouver donc des écrans plats, comme celui-là, des écrans incurvés comme celui-là. Étant donné qu'il va être vraiment basé sur la même courbure que l'œil, ça va être plus immersif, vous allez être un peu plus isolé, un peu plus dans la bulle, ça va favoriser la concentration, ça va limiter la fatigue oculaire, et donc c'est intéressant. L'écran plat, lui, est ce qu'on va retrouver de plus abordable, de plus courant, et donc ça va vous permettre de pouvoir monter par exemple votre première configuration avec un écran de bonne qualité, sans être obligé de mettre plusieurs centaines d'euros dans un écran. Ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est les câbles. On a deux vieux câbles, le VGA et le DVI, c'était le bleu avec les deux vis et le blanc avec les deux vis un peu plus gros. Ça se fait plus aujourd'hui, vous pouvez encore trouver des écrans qui l'ont, mais parce qu'ils sont anciens, mais généralement sur les écrans récents, c'est plus du tout fait. Ensuite, on a l'HDMI qui lui va avoir des normes. 1.2, 1.4, etc., etc. Ça va correspondre au débit qu'il va pouvoir envoyer, donc du coup à la restitution correcte de l'image qu'on va avoir. Ça va à la fois limiter le bruit. Ce qu'on appelle le bruit, c'est quand vous zoomez trop avec votre téléphone par exemple, c'est pas beau, c'est un peu flou, c'est un peu machin, c'est du bruit. C'est pareil pour le DisplayPort, et le DisplayPort, lui, a de base une bande passante plus élevée. Donc de base, quand on va utiliser un câble en DisplayPort, la netteté sera meilleure qu'un câble HDMI. Plus la norme va être haute, plus on va avoir de possibilités avec. Par exemple, les DisplayPort en 2.0 vont nous permettre d'afficher de la 8K en 120 Hz. Il n'y a pas beaucoup de cartes graphiques qui le font tourner, voire aucune à ma connaissance. Peut-être la 4090 peut s'approcher un peu, mais je suis même pas sûr. Je vous dis pas non plus d'aller acheter demain le dernier câble HDMI avec la dernière norme qui va vous coûter, admettons, 80 €. Mais c'est à prendre en ligne de compte. Vous pouvez essayer ce genre de câble d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez essayer de trouver une solution de l'essayer et vous renseigner sur le câble que vous avez d'origine qui est fourni avec votre écran. On a dû faire à peu près le tour de ce qui se passe pour les écrans. Si vous avez besoin d'aide pour sélectionner un écran, n'oubliez pas qu'il y a la section commentaires qui est là pour ça. Je réponds le plus possible et je fais en sorte de pouvoir vous aider et vous guider pour acheter le matériel qui va correspondre à vos besoins et à votre budget. Si vous avez d'autres questions ou que vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux qui sont dans la description. Normalement, j'ai tout mis et ça vous permet d'avoir quelques petites exclus, un peu plus de nouvelles entre deux vidéos et comme je vous l'ai dit au début, si je pose la question, par exemple, de choisir celle qui va le plus vous donner envie pour la prochaine vidéo. Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez au travers de vos commentaires, vos abonnements et vos pouces bleus. Il y en a de plus en plus et c'est vraiment génial. Et pourtant, je vais faire le youtubeur comme les autres là. Pourtant, 85% des gens ne sont pas abonnés. Mais c'est vrai, et je peux le prouver. Donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner, ça me donne énormément de soutien. Ça me permet de pouvoir grandir au fur et à mesure et de pouvoir vous faire des vidéos qui seront toujours meilleures au fur et à mesure du nombre d'abonnés, pour plein de raisons. Sur ce, je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt. Salut!